Deuxième partie du débat de France 24, les élections législatives avaient lieu hier, second tour. Elles ont vu la victoire de La République En Marche, la majorité présidentielle, qui est donc bien une majorité absolue, 350 députés. Et face à elle, les Républicains, eux, comptent près de 230 élus. Avec nous justement pour en parler, Constance Le Grip, vous êtes députée Les Républicains de la 6e circonscription des Hauts-de-Seine. Jacques Maire, vous êtes député La République En Marche de la 8e circonscription des Hauts-de-Seine également. Yves Surel, professeur de sciences politiques à l'université Panthéon-Assas et directeur adjoint du Centre d'études et de recherche de sciences administratives. Jean Garrigue, vous êtes historien spécialiste de politique française et président du comité d'histoire parlementaire et politique. Vous enseignez à Sciences Po Paris. Merci à nouveau à vous quatre d'avoir bien voulu débattre ici même. La première conséquence de ces élections législatives, c'est que le gouvernement va être remanié et on l'apprend, le départ de Richard Ferrand, le ministre de la Cohésion des Territoires, visé par une enquête préliminaire et qui, malgré cela, a été réélu avec 56,53% des voix dans la 6e circonscription du Finistère. D'après vous, Constance Le Grip, les électeurs, en le réalisant, ont voté son maintien au gouvernement, puisqu'on le savait, les ministres battus démissionnaient ou devaient démissionner? Je serais bien en peine de savoir ce qu'avaient en tête les électrices et les électeurs du Finistère. Je pense que Richard Ferrand était déjà parlementaire avant que de se lancer dans l'aventure de En Marche et de La République En Marche, et qu'il y a eu peut-être dans cette circonscription, comme dans beaucoup d'autres circonscriptions de France, la reconnaissance et la considération pour le travail de terrain, le travail fourni. Ça compte quand même, la compétence, la crédibilité que donne l'ancrage dans un territoire. Tout cela, ça peut compter. Vous ne faites pas partie des élus Les Républicains qui appelaient donc à sa démission, à Richard Ferrand, qui aujourd'hui n'est pas mis en cause, il faut le rappeler bien sûr par la justice, mais qui fait l'objet de révélations dans la presse qui ont poussé la justice à ouvrir une enquête préliminaire. Je n'ai pas pour habitude de jeter des anathèmes, non. Je fais confiance à la justice de mon pays. Jacques Maire, ça va être un patron de groupe efficace. Vous vous réjouissez de voir Richard Ferrand prendre, ou en tout cas briguer la présidence du groupe La République En Marche à l'Assemblée? Moi, complètement. C'est un Finistérien. Je l'ai connu dans le Finistère puisque j'ai vécu aussi là-bas, y compris comme voisin de palier de Richard. C'est un garçon qui est extrêmement engagé dans un territoire, le Centre-Bretagne, qui est difficile. Je dirais qu'il est difficile sur le plan politique. Vous vous rappelez les bonnets rouges. Il a quand même incarné la République face à un front qui était très, très dur. Et puis c'est aussi un développeur. C'est un développeur qui a une pratique parlementaire. Et il se trouve qu'effectivement, en ce moment, En Marche, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont une très grosse pratique parlementaire. C'est un peu le prix de renouvellement. En même temps, moi, j'étais très... Il était même question de lui à un moment à la présidence de l'Assemblée nationale. Oui. Ce que j'espère en tout cas, c'est que le principe même de ce ministère de la Cohésion des Territoires soit gardé. Maintenu. Parce qu'on a tous maintenu, on a tous vécu cette France à deux vitesses, à la fois, je dirais, au plan national, mais même dans nos circonscriptions. Vous parliez tout à l'heure d'abstention. Moi, j'ai vécu aussi, dans ma circonscription qui est extrêmement, je dirais, favorisée par ailleurs, des endroits à 10% de participation dans les banlieues et des endroits à 30% ou 40% pour En Marche. Et lui, il avait réussi à maintenir, sous le mandat du président, un ministère qui avait à la fois la ville et l'aménagement du territoire, ce qui était unique. Et ce qui permet effectivement de traiter la fracture territoriale dans ses différentes composantes. Donc c'était un vrai axe. On peut garder ministre de la Justice un homme dont le parti politique fait l'objet aujourd'hui d'une enquête préliminaire? Écoutez, je n'ai pas d'éléments pour répondre. Je ne suis pas président, je ne suis pas Premier ministre. Donc je suis comme, je dirais, les Français. Nous avons un ministre de la Justice, il est en exercice. S'il y a un problème, il se réglera à un autre niveau. On n'envisage pas, Jean Garrigue, pour l'heure, de départ de François Bayrou. Il sera maintenu de toute manière, ne serait-ce que pour des raisons d'accord politique? Oui, parce que il faut d'abord faire voter cette loi qu'il porte, cette loi de confiance qui est fondamentale. Beaucoup plus fondamental qu'on ne peut le penser, parce que on est dans un process de relégitimation de la classe politique. Ces élections, avec ce renouvellement, ont participé, ont contribué à cette relégitimation. Et je pense que c'est important aussi maintenant d'amener une législation qui donne un peu plus confiance. Oui, mais précisément, si je la pense un peu incomplète. Précisément, la confiance est aussi la perception qu'en ont les citoyens. Est-ce que ça ne va pas contraindre François Bayrou, malgré tout, à ne plus se vivre lui-même comme citoyen, comme il l'a dit, mais bien pleinement comme ministre de la Justice? À 100% du temps. S'il y a eu faute dans cette affaire, je
suis presque sûr que ça n'a pas été une question d'emploi fictif. Je pense que la faute, elle est politique. Oui, mais on parle de sa réaction. Voilà. La faute de François Bayrou, c'est d'avoir, je dirais, enfreint la discipline gouvernementale. Contacter des journalistes pour se plaindre. Alors, du il y a traitement. d'abord eu ça. Ouais. Par rapport aux journalistes, c'est une erreur. Il a confondu, ou plutôt il a voulu découpler les deux corps du roi et ça a été une maladresse. Et la deuxième maladresse, à mon sens plus grave, c'est d'avoir donné l'impression qu'il résistait aux injonctions du Premier ministre. Or, nous sommes dans la Ve République. L'une des idées forces d'Emmanuel Macron, c'est de revenir à la présidentialité et à la gouvernance caractéristique de la Ve République. Et d'incarner l'autorité. Et cette autorité, elle est déléguée au Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, et donc un ministre... Je n'irai pas jusqu'à dire comme Jean-Pierre Chevènement, ça ferme sa gueule ou ça démissionne, mais en tout cas, un Premier ministre se doit d'être dans cette discipline-là. Alors on connaît le tempérament de François Bayrou, on sait que François Bayrou a été... Il faut aussi le rappeler, politiquement, a été un appoint décisif pour Emmanuel Macron. Il se vit comme Monsieur 5%. Voilà, il faut se souvenir de la séquence, la colonisation est un crime contre l'humanité, une sorte de baisse de régime d'Emmanuel Macron, et le ralliement de Bayrou est décisif. Donc c'est très important. Ça devient moins important puisque En Marche a la majorité absolue seule. Mais le MoDem aujourd'hui n'est plus nécessaire. L'appoint du MoDem n'est plus nécessaire pour gouverner. A priori, sauf que si quand même. Parce que je pense que les enjeux sont tels. Les transformations qui sont en tout cas souhaitées par Emmanuel Macron et par le mouvement En Marche sont de telle nature que sa majorité devra excéder les limites de sa majorité absolue d'En Marche, aller vers d'autres territoires. D'ailleurs, pas simplement vers le MoDem, mais essayer aussi de rallier à sa cause les constructifs de la gauche et de la droite. Et donc, le MoDem, finalement, a plus d'importance qu'on ne peut le croire dans cette construction, me semble-t-il. La majorité, Yves Surel, vous êtes d'accord, elle doit marcher sur plusieurs pieds, ne serait-ce que pour aussi peut-être s'assurer du soutien des sénateurs, parce que c'est vrai, aujourd'hui, il y a 2 chambres en France, et l'une des 2 ne reflète plus la réalité politique du pays telle qu'elle s'est exprimée par le vote des Français depuis l'élection présidentielle. En plus, c'est ce qui fonde l'identité d'Emmanuel Macron comme politique et comme président, c'est de dépasser les clivages. Donc on ne peut pas instituer d'emblée une pratique gouvernementale en déniant ce qui a fondé finalement son engagement politique. Donc oui, je pense que la façon et la stratégie qui a déjà été élaborée, c'est celle de capter le plus possible de soutien. Donc avec cet argument qu'avait rappelé M. Maire du pragmatisme, dans l'histoire de la Ve République, il y a guère comme exemple que le gaullisme pour avoir cette prétention à dénier les clivages classiques et à mettre en avant un pragmatisme d'action. Après, ce qu'on sait aussi, c'est que les logiques politiques et institutionnelles elles nourrissent une polarisation, elles nourrissent des oppositions. Et de fait, cette stratégie, disons, de captation est un peu attrape-tout, donc souvent ne dure qu'un temps, parce qu'on va essayer d'associer des contraires, et au bout d'un moment, les tensions inhérentes à cette stratégie peuvent effectivement se développer. Oui, vous pensez qu'il va y avoir des frustrés à un moment du macronisme, c'est ce que vous dites? En tout cas, si on prend comme exemple, non pas la France, mais les États-Unis, on dit souvent qu'aux États-Unis, il y a un modèle de président qu'on appelle le président préempteur, qui crée sa légitimité en prenant un peu des idées à droite et à gauche. Un président préempteur, historiquement, il est toujours réélu à la fin de son mandat, parce que voilà, on lui rend grâce d'avoir une stratégie un peu comme ça différente et d'avoir su prendre des décisions audacieuses. Mais le deuxième mandat, souvent, est assez catastrophique, parce que justement, les tensions un peu sous-jacentes, un peu latentes, se révèlent lors du second mandat. Constance Le Grip, il va falloir évidemment se poser la question sans doute chez un certain nombre de vos députés de l'attitude maintenant à adopter face à cette majorité. On le disait, à la limite, La République En Marche peut gouverner seule. Aujourd'hui, elle bénéficie de l'appoint du MoDem. Demain, peut-être, des députés de votre groupe seront tentés de rejoindre cette nouvelle majorité. Écoutez en tout cas ce que dit Thierry Solère. Et il ne faut pas, lui, estime-t-il, être dans la revanche. Il faut être constructif. La gauche et la droite, ça continue à exister. Est-ce qu'on est d'accord sur tout? Non. Mais c'est la seule chose qui compte. Je souhaite qu'à l'Assemblée nationale, nous ne soyons pas dans la revanche de vouloir préparer l'élection d'après, de 2022, mais qu'on soit constructif. Ça veut dire pas de chèque en blanc au gouvernement. Ça veut dire voter la confiance ou pas? Ça veut dire accompagner toutes les réformes. Ça veut dire voter la confiance ou pas? Si on vote pas la confiance, ça veut dire qu'on cherche à faire tomber le gouvernement. Et ce gouvernement, il est légitime parce que les Français l'ont choisi. Voilà, et puis on va écouter maintenant tonalité légèrement différente, celle de François Baroin, celui qui a conduit cette campagne pour les Républicains, même s'il n'était pas lui-même candidat aux législatives. Écoutez. La campagne intense que nous avons menée, circonscription par circonscription, a permis ce soir la constitution d'un groupe suffisamment important pour faire entendre nos engagements, pour faire valoir nos convictions, pour défendre nos valeurs.
Il appartiendra à ce groupe, dans le respect du nouveau pouvoir exécutif, de faire entendre nos différences avec En Marche, notamment sur le plan fiscal. Allez-vous mettre l'accent, Constance Le Grip, sur vos différences ou bien au contraire sur ce qui peut permettre de faire avancer la France avec le nouveau gouvernement et la nouvelle majorité ? Alors, pour ce qui me concerne, je viens d'être élu député des Hauts-de-Seine face à un candidat de La République En Marche. Donc je ne vais pas du jour au lendemain me découvrir soudainement Macron compatible ou tromper en quelque sorte, trahir mes électeurs. Votre collègue Pierre-Yves Bournazel avait face à lui une candidate certes qui n'était pas estampillée La République En Marche, Myriam El Khomri, mais qui était soutenue, au même titre que lui d'ailleurs, par des membres de La République En Marche. Honnêtement, dans cette circonscription parisienne, la confusion était à son comble. Plus personne n'y retrouvait ses petits. Ça ressemblait vraiment à une grande cour de récréation et on se demandait où les parents étaient passés, honnêtement. Voilà. Donc revenons à des choses. Au final, ça fait une circonscription de gauche qui passe à droite. Donc ça fait quand même vos affaires. C'est à voir. Je ne veux pas commenter plus avant ce qui se passera dans cette circonscription-là. Moi, simplement, j'ai dit les choses très clairement pendant ma campagne. J'ai porté des valeurs, des idées, un projet, un programme qui, à bien des égards, sont très différents de ceux que prenait La République En Marche. Et je ne suis pas susceptible de me dissoudre dans la majorité présidentielle et parlementaire. Et donc, par exemple, je ne voterai pas la confiance au nouveau gouvernement. Mais ceci étant, ça ne veut pas dire que je vais avoir pendant 5 ans des œillères et me transformer tout d'un coup en personne bête et sectaire. Sur les 2 grands textes de cette rentrée, enfin qui vont être ceux de la rentrée, la loi travail et la loi de moralisation de la vie publique, enfin la loi de confiance. Il y a vraiment des différences de fond ? Je regarderai en détail les textes. Je n'ai pas encore eu l'occasion de me plonger en profondeur dans ces différents dossiers, d'autant plus qu'on ne connaît pas exactement le texte d'habitation. On connaît les grandes lignes, bien évidemment, mais je ferai comme j'ai fait pendant plus de 7 ans au Parlement européen, où j'ai toujours, comme la quasi-totalité des députés, à part les députés des extrêmes, essayé de travailler de manière pragmatique, raisonnable, responsable, et s'il faut arriver à des compromis, à des accords, à des agréments qui rassemblent au-delà de sa propre famille politique, on le fait. Mais une chose est d'être ainsi, je dirais, au cas par cas, dédié à dégager l'intérêt général, le bien commun, et se dire qu'il n'y a rien d'indécent à se trouver tout d'un coup sur un sujet donné d'accord avec une personnalité qui vient d'un bord politique très différent. Une autre est d'entrer de plein pied, je dirais, avec les 2 jambes dans la majorité parlementaire. Donc pragmatisme, réalisme, mais en privilégiant quand même la netteté, la clarté, pas d'ambiguïté, pas de confusion, pas de salpingondie, etc. Est-ce que l'efficacité, et surtout la fidélité et la loyauté par rapport à ses électeurs et ses électrices et par rapport à ce qu'on a promis et pris comme engagement. En tout cas, le ministre de l'Intérieur, lui, Gérard Collomb, voit pour la loi travail la nécessité d'un appel aux ordonnances. En tout cas, c'est comme ça qu'il analyse le vote des Français hier. Écoutez. Nous savons qu'il faut aller très vite. Et c'est pour cela, par exemple, que nous avons dit que nous procéderons par ordonnance, parce que la loi en France, lorsque vous annoncez quelque chose et que vous la réalisez, s'il se passe 2 ans, les gens, pour le coup, se disent « rien n'a changé ». Jacques Maire, on est parti au départ d'un texte, la loi travail, enfin la loi travail, on ne connaît pas encore, mais en tout cas la réforme du travail qui pouvait effectivement réunir un certain nombre de parlementaires derrière vous. On s'est beaucoup focalisé maintenant sur la méthode, c'est-à-dire comment en gros vous allez réussir à faire passer le texte face à d'éventuelles résistances. Gérard Collomb nous dit pour aller vite et parvenir au but assez vite, il faut utiliser les ordonnances. Or, on avait le sentiment, lorsqu'on entendait d'autres membres de La République En Marche, que les ordonnances étaient surtout un moyen de permettre aux syndicats d'avoir leur mot en dehors du jeu d'amendements parlementaires. Alors concrètement, quel est l'objet de ces ordonnances ? C'est de l'efficacité ou c'est du dialogue ? Je pense d'abord qu'il y a beaucoup de parlementaires de droite comme de gauche qui estiment qu'il y a des moments où les textes traînent trop longtemps, comme l'a dit Gérard Collomb, et qu'il faut aller relativement rapidement. En même temps, c'est un sujet sensible, le droit du travail, avec des questions emblématiques qui sont, je dirais, des totems au sein du débat politique français, comme l'indemnisation prud'homale, par exemple, en cas de licenciement. Ce que je pense, c'est qu'effectivement, c'est très bien de l'avoir affiché en tant que tel dès le début. C'est très bien que ce débat soit présent dans, je dirais, la question des législatives telle qu'elle s'est posée. Moi, j'ai vu effectivement arriver depuis le premier tour des présidentielles, plus 50% d'adhérents à En Marche. On est passé de 240 000 à 360 000. Donc,
cet énorme flux. Pourquoi? Effectivement, pour renforcer un peu la main du gouvernement au moment où on voyait dans l'opinion des acteurs sociaux qui commençaient à se radicaliser un petit peu parmi ceux qui négocient le moins. Maintenant, on a des ordonnances qui sont, à mon avis, essentielles parce qu'elles permettent effectivement de faire un geste de confiance vis-à-vis des partenaires en leur disant, si vous avez, je dirais, la capacité de vous accorder sur l'essentiel en fonction des lignes qui sont celles du projet d'habilitation, à ce moment-là, effectivement, le Parlement sera amené à ne pas détricoter l'accord. C'est une incitation très forte. Il y a une négociation qui est lancée, elle prendra des mois, quelques mois, elle prendra l'été. Je pense que le processus est maintenant bien compris des acteurs, ils ont les cartes en main. Jean Garrigue, la méthode est la bonne. On voit des réticences, notamment de la part de Laurent Berger, qui pourrait être sur ce dossier typiquement un interlocuteur du gouvernement. Oui, un allié fondamental. Oui, on a là finalement le fruit du traumatisme de l'expérience d'Emmanuel Macron lorsqu'il était ministre de François Hollande. Je crois qu'il est très clair que ce qui s'est passé pour la loi dite El Khomri a été pour lui, enfin le spectacle de ce qui s'est passé dans le processus parlementaire a été pour lui un révélateur, et la nécessité évidemment de s'adresser en priorité aux acteurs sociaux. Nicolas Sarkozy, en son temps, en 2007 aussi, on se souvient qu'il avait été très très impératif pour lui d'aller aussi vers les acteurs sociaux. Ça avait un peu paralysé d'ailleurs ensuite sa politique, mais sur d'autres champs, donc je ne fais pas de comparatif. Donc là, je pense que la méthode est bonne. Simplement, à partir du moment où Emmanuel Macron peut s'appuyer sur une majorité absolue à l'Assemblée nationale, on peut aussi se dire que finalement ça n'aurait pas été plus mal que de laisser libre cours à cette avec à le la risque d'une délibération. multiplication d'amendements. Alors, évidemment, ce serait un pari sur, je dirais, la capacité des oppositions à jouer le jeu. Et là, je comprends aussi les réticences, parce que on parlait d'être bête et sectaire. Moi, j'ai un peu peur qu'on retrouve... Non, mais... qui, dans votre bouche, c'était au contraire répulsif. Mais je pense que ce type d'attitude a existé, a beaucoup paralysé le système bipolaire. C'est même une des raisons fondamentales de ce qu'on appelle un peu le dégagisme. Mais je pense qu'on risque de retrouver ce type de comportement. Et par exemple, l'opinion aurait du mal à comprendre. Surtout avec un groupe France Insoumise. Surtout on a fait quand même, là pour le coup, vraiment... L'opinion est un peu de mal à comprendre que, par exemple, sur cette loi de moralisation qui, de facto, alors moi je ne parle pas de moralisation, mais de confiance, qui de facto va dans le bon sens par rapport à la symbolique de la relégitimation du Parlement, l'opinion a un peu de mal à comprendre ceux qui ne la voteraient pas. Sauf que s'ils ne la votent pas, évidemment, ils donnent l'impression de donner un blanc-seing au gouvernement et on retombe dans le vieux jeu traditionnel de la Ve République. Yves Surel, et ce sera le mot de la fin, sur cette loi travail et les débats qui peuvent avoir lieu à l'Assemblée, mais également à l'extérieur du Parlement. Est-ce que vous ne pensez pas là, quand on voit le résultat de Myriam El Khomri, qui perd quand même une circonscription ancrée à gauche, avec des reports de voix sans doute de France Insoumise vers son concurrent Pierre-Yves Bournazel, est-ce que ça ne montre pas qu'il y a encore au sein de l'électorat de gauche, et sans doute notamment au sein du monde syndical, de vraies réticences à l'égard de cette réforme qu'a portée Myriam El Khomri, et qu'entend pousser plus loin sans doute demain un gouvernement Édouard Philippe? Si, à l'évidence, on le voit aussi dans le discours que tient Jean-Luc Mélenchon et une partie des partisans de la France Insoumise, c'est qu'ils ont déjà annoncé un 3e tour social, donc en faisant appel à la rue et aux mobilisations. Donc c'est sûr qu'il y a ici une opposition plus ou moins diffuse dans la population et qui peut donner lieu à des mobilisations et à des grèves assez rapidement. Mais je rejoins aussi Jean Garrigue dans ce qu'il a dit, que Emmanuel Macron, comme tous les présidents d'ailleurs, s'inspire positivement et négativement de ses prédécesseurs. Et donc là, il y a pour lui une exigence d'efficacité. Je crois qu'il est très convaincu qu'il a un capital politique aujourd'hui maximale et que c'est maintenant qu'il faut aussi faire passer un maximum de réformes, ce qui justifie sans doute l'appel à une méthode effectivement par les ordonnances. Jacques Maire, vous pensez, vous, qu'il y a une fenêtre de tir, entre guillemets, et que la légitimité tirée de l'élection présidentielle et aujourd'hui des élections législatives vous donne mandat pour agir vite sur cette question? Oui, et il y a un petit paradoxe dans la question, puisqu'il y a une loi Larcher qui, depuis 2007, je dirais, impose de passer par l'étape dialogue social.
Et cette loi, elle n'est pas faite pour libéraliser sans contrainte, je dirais, le droit social. Elle est faite pour remplacer... Non, mais l'inverse, la hiérarchie des normes. Oui, mais justement, elle est là pour, je dirais, supprimer parfois la norme administrative et la remplacer par la norme contractuelle. Et si on le fait sans passer par le contractuel, ça fait qu'on se mord la queue. Donc c'est normal de donner la balle quelquefois aux partenaires sociaux pour savoir s'ils sont d'accord pour jouer cette espèce de pari contractuel. Constance Le Grip, vous saluez au moins que ce débat, le fait que ce débat soit ouvert. Pour vous, c'est une urgence de s'atteler au coût du travail en France et aux rigidités, enfin en tout cas ce que certains appellent les rigidités aujourd'hui. C'est une priorité. Y a-t-il urgence au point d'avancer à marche forcée? Je suis très attachée au dialogue social et à ce que toute la loi Larcher soit respectée. De manière générale, je ne suis pas très fan ni du 49.3 ni des ordonnances. Je pense qu'il y a un Parlement et qu'on ne perd jamais du temps. En réalité, on ne perd jamais du temps à avoir un vrai bon débat parlementaire éclairé, illustré, qui a le parlementarisme rationalisé de la 5e République, qui évite les murs d'amendements, etc. Donc le temps passé au Parlement n'est jamais perdu. C'était pas l'avis de tous les candidats de droite à la primaire, puisque chacun avait sa méthode. Absolument, mais moi je sais qui j'avais soutenu. Merci beaucoup Constance Le Grip, merci également à Jacques Maire d'avoir été avec nous, merci à Yves Surel, merci Jean Garrigue. Tout de suite, c'est l'actualité vue du net, un œil sur les médias. Un œil sur les médias, l'actualité vue du net avec Ludovic de Foucault. Bonjour Ludovic. Bonjour. Et on revient sur cette attaque qui s'est déroulée hier à Londres, aux abords d'une mosquée à Finsbury Park. Oui, une attaque terroriste, parce qu'il s'agit bien de terrorisme, même si de nombreux médias, Raphaël, ont eu du mal à utiliser ce mot. Exemple avec le Daily Mail qui s'est fait reprendre par J.K. Rowling sur Twitter, l'auteur de Harry Potter. Le Mail a mal orthographié terroriste en écrivant à la place conducteur d'un van blanc. Alors, on comprend où elle veut en venir. Et en France, on n'est pas en reste. Ce journaliste de Brain a noté que seul le Figaro faisait mention d'une attaque terroriste pour parler de l'événement, contrairement aux autres médias en ligne. Ça, c'était évidemment dans les articles écrits ce matin. Et pourtant, comme on peut le voir dans cette déclaration de la ministre britannique de l'Intérieur sur le site du gouvernement britannique, 8 minutes seulement après être arrivée sur place, la police britannique a qualifié l'incident de terroriste et la police communiquait d'ailleurs publiquement sur l'aspect terroriste de l'incident, comme ce tweet écrit ce matin en témoigne. Alors pourquoi les médias ont-ils autant de mal à appeler un chat un chat? Parfois ça fait un peu penser à ce qui se passe de temps en temps aux États-Unis quand il s'agit de mass shooting, les mass shooters, les tueurs de masse. Cet article du Washington Post rappelle que souvent les criminels de couleur aux États-Unis sont décrits comme terroristes très rapidement, alors que les blancs comme mentalement instables. Donc il y a vraiment 2 poids, 2 mesures dans le traitement médiatique de ces événements. Depuis le 11 septembre, selon l'article, le mot terrorisme semble ne s'appliquer qu'aux personnes basanées en réalité, alors que, c'est ce que l'auteur de cet article appelle de ses voeux, la presse devrait s'intéresser à ce qui motive les terroristes blancs au moins autant qu'à la radicalisation djihadiste. Eh oui. On revient en un mot sur les élections législatives qui avaient donc lieu hier en France et un mot de Jean-Luc Mélenchon qui, une fois de plus, crée la polémique. Oui, à peine élu à Marseille, le leader de la France Insoumise a contesté la légitimité de la majorité En Marche du fait notamment de l'abstention record qui a marqué le scrutin. Mais le problème, c'est que lui aussi a été élu avec des niveaux d'abstention importants et même plus importants que la moyenne nationale, comme c'est rappelé dans ce tweet. Vous voyez plus de 64% d'abstention dans la circonscription de Jean-Luc Mélenchon. Donc pour résumer, comme le dit cet internaute, pour Jean-Luc Mélenchon, la majorité n'est pas légitime à cause de l'abstention, mais son élection est légitime malgré l'abstention. C'est vrai que c'est un petit peu difficile à suivre. Une vidéo d'un député des Français de l'étranger maintenant qui, là aussi, fait beaucoup parler. Oui, c'est celle de Meyer Habib. Alors, il est réélu dans la 8e circonscription des Français de l'étranger. C'est la circonscription qui comprend notamment l'Italie, la Grèce, la Turquie et Israël. Sur son Facebook, il a fêté sa victoire et certains y ont vu une atteinte au principe de laïcité. Je vous propose de regarder un extrait. Nous sommes dans une république laïque. Moi, je suis croyant. Et chez nous, dans la religion juive, quand il y a un événement fort, on a l'habitude de bénir le Créateur pour nous faire arriver à de tels moments. Voilà, donc ce qui choque évidemment, c'est l'omniprésence là, des références religieuses. Alors, cet article du Monde rappelle que Meyer Habib a demandé pendant la campagne le soutien du grand rabbin séfarade d'Israël, Rav Yitzhak Yosef, ainsi que celui des rabbins francophones de Netanya, ce qui avait surpris son adversaire battu, Florence Dorry, qui elle était
pour En Marche. Alors, je la cite, c'est dans l'article du Monde. Ce n'est pas une démarche normale en France, pays laïque, dans une élection. C'est un vieux débat qui est encore une fois rouvert pendant cette élection législative. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ludovic, un œil sur les médias, c'est terminé. Merci à nouveau à nos débatteurs. Restez avec nous à suivre dans un instant un nouveau journal sur France 24.